Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors bonjour à ceux qui sont ici en présentiel et bonjour aussi à ceux qui sont en visio, puisque maintenant tout se fait en hybride, comme on dit. J'ai le plaisir, vraiment le plaisir de recevoir Vincent Lemire, qui, comme vous le savez certainement, est historien et est professeur à l'université Gustave Eiffel. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il a d'abord travaillé à Jérusalem. Il a été directeur du Centre français de recherche à Jérusalem, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et tu as écrit plusieurs livres sur Jérusalem, qui sont maintenant des livres de référence. Et puis il y a eu cette BD qui est en train de faire le tour du monde, je crois bien, parce que tu l'as traduite dans de nombreuses langues. Et donc on va parler de Jérusalem, on va évidemment parler de cette BD que je vous conseille de lire, et par conséquent, pour la lire, il faut l'acheter, et pour l'acheter, vous en avez ici des exemplaires si vous le souhaitez. On va structurer notre discussion, alors évidemment en deux temps comme d'habitude, c'est-à-dire d'abord une intervention de Vincent, et puis ensuite, ce sera à vous, bien sûr, de poser des questions que vous souhaitez poser, mais je vais, pour ma part, je vais proposer une structure très originale pour parler de Jérusalem, hier, aujourd'hui et demain. Oui, il a fallu que je réfléchisse beaucoup. Dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, oui, effectivement. Et donc, en fait, je voudrais lui poser, il y aura trois thèmes. Le premier thème, c'est un peu Jérusalem qui est aujourd'hui au cœur du conflit israélo-palestinien, eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, ma première question, ça va être celle-là. Ensuite, il y a quelque chose, quand on parle de Jérusalem, au fond, on ne sait pas trop quel est son espace, quelle est sa superficie, quels sont les rapports démographiques. Donc, on en viendra à une réflexion très précise, carte à l'appui, bien entendu, pour bien montrer ces évolutions à la fois spatiales et démographiques. Ça me paraît très important. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jérusalem, on verra des cartes qui pourront étonner si vous n'avez jamais vu ce dessin de Jérusalem-Est, c'est très particulier. Et puis enfin, bien entendu, on essaiera de voir l'avenir, de voir l'avenir. Et là, je reprendrai tout à l'heure les quelques pages de conclusion de sa BD à propos de Jérusalem, qui se termine de manière assez astucieuse en fait, parce que tu donnes la parole au lecteur. Que choisissez-vous, quoi? Tu montres le chaos d'un côté et puis disons le vivre ensemble de l'autre, et tu dis au lecteur de choisir. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette BD, et tu vas sûrement y revenir, c'est qu'il y a un narrateur qui est très très important sur le plan symbolique. Et ce narrateur, pour ceux qui n'ont pas lu la BD, c'est un olivier. Je trouve que cette idée est superbe. C'est un olivier qui est né il y a quelques milliers d'années, 4000 si je me trompe pas. Ouais, à peu près. 4000 ans. Et ça donne, rien que le choix de cet olivier qui a 4000 ans, ça nous rajeunit tous, eh bien ça permet d'inscrire immédiatement cette histoire dans l'histoire longue. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. On voit l'olivier qui découvre chaque séquence d'histoire très particulière, et puis évidemment qui, à la fin, s'interroge sur l'avenir. Voilà. Bon. Donc, première question que je voudrais te poser, au premier thème, si ce n'est pas une question, véritablement, c'est une réflexion sur Jérusalem. Ce qui est frappant, ça n'a pas toujours été au cœur de la question israélo-palestinienne. Il y a des séquences dont tu parles de manière tout à fait remarquable et très très concrète de Jérusalem, par exemple autour de 1900, ou bien après la Première Guerre mondiale, au moment où le mandat britannique s'installe. Donc voilà, ma première question, c'est quelques réflexions sur ce Jérusalem qui devient un lieu de confrontation, mais qui n'a pas toujours été. Merci Jean-Paul, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Ça fait assez longtemps que je suis pas venu à l'IREMO, puisque je cherchais l'IREMO à l'ancienne adresse. Donc Jean-Paul m'a dit, ça veut dire que t'es pas venu depuis longtemps. Et effectivement, la dernière fois, je crois que c'était avant mon départ à Jérusalem, en tant que directeur du CRFJ, donc forcément avant 2019 et avant le Covid et avant le drame absolu qu'on est en train de vivre, bien sûr. Alors, depuis quand Jérusalem est au cœur du conflit israélo-palestinien, voire même est intégré en fait dans le conflit israélo-palestinien, comme Jean-Paul vient de le dire, en fait depuis à peu près un siècle, même presque exactement un siècle, hein, le début des années 1920. Donc voilà, pour certains vos grands-parents, pour d'autres nos arrière-grands-parents, mais il y a pas si longtemps. Les premières confrontations entre les populations palestiniennes
et on va dire le mouvement sioniste, confrontation physique, elle se déroule plutôt à Jaffa. Hein, la première bagarre, on sait, elle est en 1908 à Jaffa. Pourquoi? Mais parce que c'est là que les migrants arrivent en masse. Dans une ville qui est pour le coup exclusivement palestinienne, arabe, chrétienne et musulmane. Je parle de Jaffa. Jérusalem, en fait, est habituée à accueillir en son sein des communautés diverses, dont une communauté juive assez importante qu'on appelle le Vieux Yishuv, ce qui fait que dans les premières décennies, au moment de la première alia, deuxième alia, il n'y a pas vraiment de confrontation physique. La première confrontation physique à Jérusalem, si on veut être chronologique, c'est 1920, le printemps 1920, avril 1920, au moment de la Pâque, d'une célébration, d'une fête religieuse musulmane qui va être petit à petit politisée à cette époque-là, qu'on appelle le Nabi Moussa, la fête de Moïse, du prophète Moïse, puisque en islam, Moïse est un prophète extrêmement important, et pour ceux qui ont visité la région, vous avez sans doute peut-être vu sur la route entre Jérusalem et Jéricho, une splendide mosquée dans le désert, en plein désert, qui conserve la dépouille de Moïse. La dépouille de Moïse, et puis un petit peu plus loin, la dépouille d'un géant qui l'aurait porté par là. Bref, en 1920, se déroule le pèlerinage de Nabi Moussa, et c'est la première confrontation entre des Palestiniens, une confrontation politique entre des Palestiniens et en fait Vladimir Jabotinsky, hein, qui est déjà présent. Vladimir Jabotinsky, c'est le représentant de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste. C'est un homme qui finira sa vie aux États-Unis, assisté par un certain Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Et Benzion est vraiment le relais entre Jabotinsky et le Netanyahou que l'on connaît aujourd'hui. Jabotinsky, c'est un sioniste, on pourrait dire d'une certaine manière très lucide. Alors, c'est un fasciste, pour être idéologiquement. Il admire les régimes fascistes, voilà, c'est un idéologue de la force. Et lui, en fait, il écrit assez vite, bon, le sionisme spirituel, c'est bien joli, le sionisme culturel et linguistique, apprendre l'hébreu, c'est parfait, le sionisme agricole, pourquoi pas, faire fleurir le désert, tout ça, c'est très bien. Mais il y a des Palestiniens en Palestine. Et ils ne partiront pas de bon gré. Et donc, il faudra les expulser par la force. Donc, c'est en ça que je dis qu'il est d'une certaine manière lucide, ou peut-être sincère aussi dans son regard sur le rapport de force. Et donc, très vite, il est dans l'optique qu'il faut une confrontation armée, physique avec les Palestiniens, et ça démarre à Jérusalem au printemps 1920. Et puis, effectivement, au cours des années 20 et des années 30, on va se rendre compte que Jérusalem devient de plus en plus un lieu central de confrontation. Et là, il y a une responsabilité, il y a un basculement, une responsabilité britannique et un basculement majeur. Il faut avoir en tête que jusqu'à 1922, Jérusalem n'est pas un centre de décision politique. C'est une ville de province, on le sait. Depuis l'époque des croisades et jusqu'en 1922, Jérusalem est une ville de province. En 1922, les Britanniques décident de faire de Jérusalem la capitale du mandat britannique. La capitale, ça veut dire l'endroit où vont s'élaborer et se prendre les décisions. Et donc cette capitalisation politique et administrative de Jérusalem va évidemment avoir des conséquences, parce que, et d'ailleurs sur le mouvement sioniste et sur le mouvement national palestinien, si c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être et c'est là qu'il faut se confronter. Et puis les Britanniques vont avoir une deuxième responsabilité, c'est celle d'une certaine forme de confessionnalisation du conflit. Vous connaissez sans doute le moment où ils décident de nommer Haj Amin al-Husseini grand moufti de Jérusalem, qui est un titre qui n'existait pas, qui est créé ad hoc pour lui, en se disant ce sera plus facile de gérer un responsable religieux que des nationalistes politiques. Vieille stratégie qui remonte loin. Mal leur en a pris, parce que Haj Amin al-Husseini va devenir totalement incontrôlable. Et ça nous rappelle aussi d'autres moments d'actualité, quand on essaye de
pousser en avant un élément religieux en se disant on aura moins de mal à le gérer que des nationalistes laïcs. Et puis on va essayer de diviser pour mieux régner. Haj Amin al-Husseini, évidemment, ça va être une opposition islamiste au mouvement sioniste, islamique et islamiste. Et cette confessionnalisation du conflit, évidemment, elle va faire que Jérusalem prend une place centrale plus qu'auparavant. Il y a une date majeure, hein, c'est le mois d'août 1929, hein, ce qu'on a appelé les émeutes du mur. Là, ça se passe devant le mur occidental, côté la Ma'aravi, mur occidental, mur des lamentations dans la tradition chrétienne. Vous connaissez peut-être cet épisode. Des fidèles juifs installent en fait des chaises, du mobilier de prière qui n'était pas prévu dans les règles d'usage de ce lieu, notamment des paravents pour séparer les hommes et les femmes. Déjà. Et en réaction, les musulmans de Jérusalem, des jeunes musulmans, se confrontent physiquement, bagarres, émeutes. Les émeutes s'étendent à toute la Palestine, plus de 250 morts. À l'échelle d'aujourd'hui, ça paraît pas grand-chose. Dans les années 20, c'est en fait le moment le plus meurtrier. Hein. À peu près 130 morts juifs, 116, 120 morts palestiniens, à Jérusalem, à Hébron notamment. Donc cette confessionnalisation du conflit, elle s'accentue. En 1938, un épisode qui est assez peu connu, que je raconte dans la bande dessinée, Jérusalem est entièrement, la vieille ville de Jérusalem est entièrement sous contrôle des nationalistes palestiniens, qui hissent le drapeau palestinien. Et ce drapeau, c'est le drapeau qu'on connaît aujourd'hui, sauf que dans le triangle noir, il y a un croissant et une croix. Triangle noir, triangle rouge, pardon. Je ne voyais pas là du coup. Dans le triangle rouge, il y a un croissant et une croix. Voilà, pour bien insister sur le fait que les nationalistes palestiniens ont conscience du risque de la division. Les chrétiens palestiniens sont très très fortement impliqués à cette époque dans le combat national, et d'ailleurs jusqu'aux années 1980, 90, 2000, on en connaît encore beaucoup aujourd'hui. Et donc ce drapeau palestinien, il arbore un croissant et une croix, pour bien affirmer visiblement, j'allais dire en interne et aux yeux du monde, que la cause nationale est une cause qui transcende en fait les barrières religieuses. Je suis déjà trop long, hein, dans mes... Non, vas-y, je te prie. Et puis voilà, on peut continuer d'avancer. Évidemment, la division de la ville, le fait que les Israéliens soient privés de la vieille ville de Jérusalem et notamment du mur occidental entre 1948, fin mai 1948 et juin 1967, accentue en fait cette privation en fait des lieux saints juifs en vieille ville va paradoxalement ou pas paradoxalement va accentuer leur sacralité, et ce qui va conduire au fait que au moment juste après la guerre des 6 jours en 1967, c'est un épisode que j'ai raconté dans mon livre précédent qui s'appelle Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem. Le quartier maghrébin, c'est ce quartier qui occupait exactement le parvis du mur occidental actuel, hein, ce parvis minéral dont vous avez l'impression qu'il existe de toute éternité. C'était le quartier maghrébin. Et bien, en une soirée et une nuit, dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, il a été évacué de ses 800 habitants et rasé. Dimanche matin, 11 juin, il n'y a plus de quartier maghrébin. Et ça aussi, ça signale la nouvelle centralité de Jérusalem. C'est un tournant. Alors, dans l'historiographie israélienne, on parle d'un tournant messianique, hein, d'une ivresse de la victoire. C'est vrai qu'il y a, d'une certaine manière, emporté une bonne partie des esprits lucides en Israël, pas tous. Leibovitz était très lucide, hein, le texte qu'il écrit en 1967-68. Le 7e jour. Sur le fascisme israélien. Ouais. Il emploie le mot fasciste. Hein. Il dit d'ailleurs que la gauche israélienne sera un jour menacée directement. Leibovitz, c'est quelqu'un d'éminent en Israël, c'est une conscience. Amos Oz aussi, je lisais pour préparer cette conférence, dans les jours qui suivent la conquête de 1967, publie un article
très frappant qui s'appelle Ville étrangère. Ville étrangère. Et il dit, je me suis promené dans les ruelles de Jérusalem-Est comme un étranger dans une ville, armé comme un étranger dans une ville étrangère. Sous-entendu, ça ne cessera jamais. En fait, nous sommes en train d'occuper une ville étrangère. Et il est lucide. Hein. Il y a juste une interférence, puisque tu parles d'Amos Oz. Il y a un livre qui est un peu oublié aujourd'hui, à tort, qui est un livre d'Amos Oz, qui s'appelle Les Voix d'Israël. Et c'est très important de lire ce livre parce que il essaie, on est à l'été 1982, le livre sort en 83 ou 84, et il raconte les différentes sensibilités qu'il y a dans la population israélienne au moment des événements de Beyrouth, et il rend compte notamment des sensibilités d'extrême droite qui à l'époque étaient relativement minoritaires. Et il a des phrases extrêmement importantes, extrêmement fortes. La personne qui l'interviewe lui dit aujourd'hui, jamais plus, nous accepterons d'être une victime. Entre le bourreau et la victime, je préfère être le bourreau. Et vous avez comme ça toute une série d'échos des voix d'Israël, ces titres du livre, qui prennent une dimension particulièrement importante aujourd'hui et qu'il faut vraiment relire. Je voulais te poser une question, c'est juste une parenthèse, pardonnez-moi, mais Amos Oz, effectivement, est un personnage important. Il faudrait te poser une question encore sur la première partie, là. Pendant toute cette période entre 1948 et 67 et juin 67, la vieille ville, dont on verra des cartes tout à l'heure, est du côté jordanien. Or, les Jordaniens ne la mettent pas en valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce point ? C'est un moment important, effectivement. En 1950, en décembre, très précisément le 13 décembre 1949, la Knesset décide que Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. C'est une réaction à un vote de l'Assemblée générale de l'ONU 4 jours avant, le 9 décembre 1949, l'Assemblée générale de l'ONU. Donc on est à la fin 49, la guerre est terminée. Hein. La ligne de cessez-le-feu est fixée, celle qu'on connaît, celle qu'on appelle la ligne de 67, qui est en fait la ligne de 49. Et l'Assemblée générale de l'ONU vote le 9 décembre une résolution qui confirme que Jérusalem doit être une ville internationale. Et 4 jours plus tard, la Knesset décide que Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. Ça va évidemment avoir des conséquences très concrètes, c'est-à-dire qu'il y a donc tous les ministères déménagent, sauf le ministère de la Défense, comme vous le savez, qui est toujours à Tel Aviv aujourd'hui. Les militaires sont des gens raisonnables, d'une certaine manière, en tout cas rationnels. Donc tous les fonctionnaires, la Knesset qui va d'abord s'installer avenue King George, puis ensuite dans le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 60, la présidence, enfin, il y a un investissement israélien à Jérusalem-Ouest, j'y insiste, assez loin d'ailleurs de la vieille ville et assez loin de la ligne de cessez-le-feu. Tous ceux qui connaissent Jérusalem-Ouest, ce qu'on appelle le quartier du gouvernement, la Banque centrale, la Knesset, le musée d'Israël, l'université hébraïque, la plupart des ministères sont à 3 à 4 kilomètres de la vieille ville. Donc il s'agissait d'investir Jérusalem-Ouest, mais on n'est pas du tout dans une logique, pour le coup, annexionniste. De toute façon, Jérusalem-Est, c'est une ville jordanienne, entièrement, et on s'installe plutôt à bonne distance. À l'inverse, les Jordaniens décident de faire de Amman la capitale du royaume hachémite de Jordanie. Il y a une petite cérémonie à Jéricho pour les Palestiniens où le roi Abdallah se fait couronner roi de Palestine. Bon, vous vous en souvenez pas parce que c'est une cérémonie assez ridicule, parce que les nationalistes palestiniens ne sont pas dupes. Ils se retrouvent complètement latéralisés. La capitale est de l'autre côté du Jourdain. C'est même pas Jéricho la capitale. D'une certaine manière, si le royaume de Jordanie, et non plus de Transjordanie, avait voulu assumer véritablement l'annexion de la Cisjordanie, c'est comme des ailes de papillon, la capitale aurait dû être à Jéricho. Qui est cette centralité entre la Cisjordanie palestinienne et la Transjordanie. Non, la capitale est à Amman, elle n'est pas à Salt non plus. Et effectivement, la Jérusalem jordanienne se vide petit à petit de ses forces. Il y a un épisode dramatique qui va accentuer ça, c'est qu'en juillet 1951, le roi Abdallah de Jordanie est assassiné à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, au sortir d'une prière, assassiné par un nationaliste palestinien proche, a-t-on dit, de Hajj, enfin des
les cercles de Hajamin al-Hussein. Donc le divorce entre la royauté hachémite et les nationalistes palestiniens, à partir de 1951, devient extrêmement profond. Et ce n'est qu'au début des années 1960, 62, 63, que les Jordaniens se rendent compte de leur erreur, de leur grave erreur, et décident d'investir à nouveau Jérusalem-Est. Et ça va être des constructions, des projets, la rénovation de l'aéroport de Kalandia, qui est l'aéroport jordanien de Jérusalem, qui est aujourd'hui la ligne de la fameux checkpoint de Kalandia, et vont élaborer un grand plan d'aménagement et de modernisation de Jérusalem-Est, qui est publié à la fin de l'année 1965, et évidemment, qui est à peine entamé au moment de la guerre des 6 jours. Ça a été, et c'est vrai que ça a contribué au déséquilibre urbain, démographique aussi, entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, et ça donne une partie de la physionomie de la carte dont tu as parlé. Voilà. Ce qui est une très, très bonne transition pour, au fond, le deuxième point. Là, on a besoin des cartes. Je pense que tu as porté des cartes. Alors, c'est l'idée, au fond, quand on parle de Jérusalem, en fait, on parle de Jérusalem-Est, de Jérusalem-Ouest, on parle de la vieille ville, mais il faut le visualiser. C'est tout un enjeu en termes d'espace, évidemment, et c'est un enjeu très important, Vincent, en termes démographiques. Hein. C'est toujours une bataille démographique importante, aussi bien pour l'ensemble de Jérusalem considéré globalement, qu'on va voir sur la carte, et puis aussi un mot sur, on oublie toujours, la vieille ville, qui est une ville très largement, très largement majoritaire en termes démographiques pour les Palestiniens. Donc c'est ça qui est important de... Voilà. Justement, alors on va montrer d'abord cette carte-là. Vas-y, je t'en prie. Justement, la vieille ville, comme ça pour aller dans le sens, et ça permettra de finir juste finir la question précédente. Ça c'est une carte. Ça c'est une carte de la vieille ville de Jérusalem en 1905, au moment du recensement ottoman, du recensement ottoman de 1905. Et c'est assez. À l'époque, la ville compte 60 000 habitants, 30 000 vivent extramuros et 30 000 intramuros. La vieille ville de Jérusalem contient à peu près 30 000 habitants. Hein. Aujourd'hui, il y a 34 000 habitants à Jérusalem. C'est amusant de voir qu'en 1905, il y en avait aussi 30 000. C'est la densité maximum. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que vous ne les trouvez pas, les 4 quartiers, là, les fameux 4 quartiers qu'on vous présente toujours comme... Vous ne les trouvez pas, vous ne trouvez même pas leur nom. Et si vous regardez un peu les chiffres là que je donne, vous allez voir que dans certains quartiers, qui sont pourtant les quartiers les plus centraux de la ville, vous avez une mixité extrêmement forte entre des familles, parce que dans le recensement ottoman, on indique combien de personnes vivent sous ce toit, et on indique quelle est la religion du chef de famille. C'est une information minimale, mais qui est quand même utile. Et vous voyez que dans le quartier Al-Wad, vous voyez Al-Wad, c'est la rue centrale, qui va de la porte de Damas au parvis du mur occidental aujourd'hui, 388 familles juives et 383 familles musulmanes. Vous voyez qu'il y a des familles juives bien en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier juif. À l'inverse, dans le quartier Silsila, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier juif, et même parfois de façon rétroactive, on dit c'était le quartier juif, vous avez 711 familles juives, mais vous avez 548 familles musulmanes. Quasi parité. Et puis, dans le quartier Sadia, qui est à l'est de la porte de Damas, donc a priori en plein cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier musulman, je vois mal les chiffres, mais est-ce que vous pouvez m'aider? 161 chefs de famille musulmans, voilà, et 124 chrétiens, là aussi. Donc c'est vrai qu'on avait dans cette vieille ville une parité très forte. Et dans les années 30, pour revenir un peu à l'histoire, on a ce processus de polarisation communautaire, à la fois dans la vieille ville et dans la ville nouvelle, avec des familles juives qui quittent petit à petit les quartiers à majorité arabe, et les familles arabes palestiniennes qui quittent des quartiers de Jérusalem-Ouest, qui sont en train de devenir de plus en plus des quartiers juifs. Évidemment, la guerre de 48 va complètement accentuer tout ça. Alors, si on va plus sur l'actualité, je vous invite à regarder la carte de droite, la carte numéro 10. Ça, c'est tiré d'un ouvrage que j'ai publié avec 3 collègues en 2016 chez Flammarion, chez Champ Flammarion, qui s'appelle Jérusalem, histoire d'une ville-monde, et c'est la dernière carte. Alors, en pointillé, vous avez les limites de la municipalité actuelle de Jérusalem. Et comme l'a dit Jean-Paul,
même sans avoir fait beaucoup de cartographie ou de géopolitique, vous voyez que c'est une forme assez bizarre quand même. C'est surtout le doigt là vers le nord, hein, jusqu'à Calandia en fait, jusqu'au checkpoint actuel, qui était en fait un espèce d'espace de colonisation en fait entre Beit Hanina et d'autres villages palestiniens plus à l'est, le long de la route en fait Jérusalem-Ramallah. Ce dont vous vous rendez compte immédiatement, ce que vous voyez peut-être pas là, attendez, je me lève, il ne faut pas que je me laisse trop, parce que j'ai mon... Ah, le pointeur, ah, pardon. Dans ta oui, main. tout est, pardon. Ce qu'il faut, donc ça, voilà, ça c'est les limites de Jérusalem-Est, on va dire, hein, puisque la ligne de cessez-le-feu de 49-67, c'est la ligne noire importante ici. Donc ici, vous êtes en Israël, d'accord? C'est cette zone-là qui a été déclarée capitale par Israël en 1950, et puis ici, vous êtes en Cisjordanie, hein, en Cisjordanie occupée, toute cette partie-là. La municipalité de 1967, c'est le pointillé que vous voyez ici, avec ce doigt très très curieux ici, voilà, jusqu'à Issaouia, là, et puis sur la route de Bethléem, Beit Safafa. Mais par contre, à l'ouest, ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'à Ein-Karem, hein, jusqu'à Ein-Karem qui est ici, d'accord? La vieille ville est ici. Ce dont vous vous rendez compte immédiatement, c'est que c'est une forme complètement hémiplégique, en fait. Cette capitale, soi-disant éternelle, une et indivisible, elle est totalement hémiplégique, c'est-à-dire qu'elle va très loin à l'est et très très peu à l'est. J'ai bien dit ça, hein. Très loin à l'ouest, pardon, et très très peu à l'est, excusez-moi. Et j'ai retrouvé, j'étais assez proche à la fin de sa vie de Meron Benvenisti. Donc vous avez peut-être lu des livres, Jérusalem, une histoire politique, chez Axe Sud, à la fin des années 90, qui était traduit, qui était un historien de formation, qui a été l'adjoint de Teddy Kollek après 1967. Hein, c'est-à-dire maire adjoint de Jérusalem. Maire adjoint de Jérusalem de Teddy Kollek, qui a participé à la colonisation à Jérusalem-Est, qui était un très bon arabisant, et puis qui petit à petit a fait un chemin, a clashé avec Teddy Kollek dans les années 70, et a fait un chemin de plus en plus à gauche. Et à la fin de sa vie, il m'a montré ses archives, passionnantes par exemple pour l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem et de sa destruction, mais aussi pour l'histoire du tracé de cette frontière. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait dans ses archives personnelles. Ah, ouais. Et dans ses archives personnelles, c'est hallucinant. En fait, on voit il y a quantité de brouillons, et en fait, à côté, il y a des chiffres en bleu et des chiffres en vert. Les chiffres en bleu, c'est la population juive. Les chiffres en vert, c'est la population palestinienne. Et en fait, à chaque fois, il y a une hypothèse. Est-ce qu'on fait passer la frontière municipale là? Si on la fait passer là, on récupère du territoire, mais on récupère aussi des Palestiniens. Et donc, c'est en permanence un équilibre entre il faut récupérer le plus possible de territoire et le moins possible de Palestiniens. Ça va aller très loin, puisque on s'en rend, on l'oublie toujours. En 1967, les Israéliens prennent une décision qui, je pense, n'a pas de précédent en droit international. À la fin du mois de juin 1967, Israël annexe Jérusalem-Est. J'ai bien dit annexe à son territoire. Ce qu'elle n'a jamais fait pour la Cisjordanie. Hein. Toujours pas aujourd'hui, théoriquement. Jérusalem-Est est annexée. D'un point de vue israélien, quand vous êtes ici, vous êtes sur un territoire israélien, d'accord? Mais elle n'a pas annexé les habitants de Jérusalem-Est. Pour prendre ce mot, elle ne leur a pas octroyé la citoyenneté israélienne, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. Normalement, quand on annexe, soit on occupe, alors on occupe, on est une puissance occupante. La population occupée n'est pas citoyenne du pays occupant, d'accord? Elle est occupée. Mais quand on annexe... Juridiquement, non, puisqu'on ne peut pas annexer. Sur le plan du droit Ah oui, international. on ne peut pas annexer, mais... Donc c'est une situation de facto. C'est ça, de facto. Inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. Et par conséquent, les conséquences, il n'y a pas de Mais conséquences. ce que je veux dire, c'est que par contre, on a vu dans l'histoire des territoires qui sont annexés, mais dans ces cas-là, les habitants de ce territoire deviennent citoyens... Avant 45. Ouais, sans doute. Enfin, bon, c'est un débat compliqué. Mais non, mais c'est très très. Alors, et c'est d'ailleurs, c'était sans doute une décision dont peut-être les Israéliens se mordent les doigts aujourd'hui. Peu importe en fait, parce que donc à l'époque, en 1967, donc les Israéliens annexent cette partie de Jérusalem, mais pas ses habitants. Et donc on peut discuter de ce tracé. Il est très discutable. Mais en tout cas, ça permet de comparer des chiffres.
À ce moment-là, il y a 75% de juifs israéliens dans tout ce territoire municipal, discutable, et 25% de Palestiniens. Il y a 70 000 Palestiniens et 190 000 Israéliens. Aujourd'hui, sur ce même territoire municipal, dont on peut discuter les limites, mais qui permet de comparer, il y a 40% de Palestiniens et 60% d'Israéliens. Les Palestiniens sont passés entre 67 et aujourd'hui, dans ce territoire-là, de 25% de la population à 40% de la population. La population palestinienne de Jérusalem a été multipliée par 5 en un peu plus de 50 ans, alors que la population israélienne a été multipliée par 2,5 seulement. Une des explications, alors il y a une vraie résistance démographique palestinienne à Jérusalem, hein, c'est la bataille démographique que les mères de famille en particulier mènent de façon extrêmement tenace depuis 1967, qui est une bataille très difficile parce qu'il y a la question économique, mais il y a aussi la question du logement. Il n'y a pratiquement pas de permis de construire qui sont octroyés à Jérusalem-Est, comme vous le savez sans doute, et donc la densité de population, vous imaginez quand je vous dis une population qui a été multipliée par 5, avec pratiquement pas de permis de construire, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les balcons sont fermés, les terrasses sont fermées, les caves sont occupées, voilà, on installe un enfant dans le garage, on installe la grand-mère. Donc on a une surdensité à Jérusalem-Est. La deuxième raison, c'est que les Israéliens ont pris une décision en 67. Non seulement ils n'ont pas accordé la nationalité israélienne aux Palestiniens de Jérusalem-Est, ce qu'ils avaient fait, comme vous le savez, pour les Palestiniens de 48, qui sont aujourd'hui 20% de la population, mais ils ont décidé qu'au-delà d'une absence entre 3 et 5 ans, des Palestiniens qui s'absenteraient entre plus de 3 à 5 ans de Jérusalem pour faire des études au Canada, aux États-Unis, ou pour participer au commerce de l'oncle qui travaille, je ne sais pas où, n'auraient plus le droit de revenir, jamais, dans leur ville natale, Jérusalem. En fait, ça privait de cette fameuse carte de résident. Paradoxalement, ça a contribué à fixer la population palestinienne sur place. Et y compris les étudiants ou les gens qui partaient, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, revenaient et demandaient aux cousins d'aller les remplacer auprès de l'oncle pour ne pas perdre cette fameuse carte de résident. Tu peux dire un mot sur les conditions d'octroi et de retrait de cette carte? Parce que je crois que c'est important. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en 50 ans, 15 000 cartes de résidents ont été retirées. Sur une population de... Alors, aujourd'hui, sur une population de 350 000 Palestiniens. À Jérusalem. Aujourd'hui, 350 000 Palestiniens. J'ai bien dit 15 000 en 50 ans. Ouais. Donc, si vous savez compter, ça fait 300 par an, en moyenne. Oui, enfin, c'est évidemment absolument scandaleux du point de vue du droit, mais vous voyez bien que ça n'est pas efficace sur le plan de la stratégie. Et ça a plutôt... Alors, ceci étant, les chiffres explosent ces dernières années. Enfin, on a une augmentation exponentielle de ces retraits de cartes de résidents. Et c'est là le point sur lequel je voulais insister, c'est que donc il y a une défaite. On peut parler aujourd'hui d'une défaite de la stratégie démographique israélienne à Jérusalem. En tout cas, dans la municipalité. Si vous voulez avoir une population occupée qui passe de 25% à 40%, a priori, c'est raté, quoi. On va dire. C'est raté. Aujourd'hui, à 350 000 Palestiniens, encore une fois, à Jérusalem. Ceci étant, il y a une prise de conscience du côté israélien, en particulier de l'extrême droite israélienne, une prise de conscience de cette défaite. Et on voit des fronts de colonisation de plus en plus violents, notamment à Sherjara, on l'a vu ces derniers mois, notamment sur le mont des Oliviers, notamment à Silouane, au sud. Ça c'est le côté, voilà, ça c'est l'appropriation, on va dire, foncière. Et puis il y a une politique administrative de plus en plus dure, en fait, sur le fameux retrait de ces droits de ces cartes de résidents. Donc on a peut-être un tournant de ce point de vue-là. Une question complémentaire, mais tu allais y venir peut-être, pardon, c'est sur la vieille ville. Parce que ces chiffres que tu donnes, 40, 60, dans la vieille ville, évidemment, c'est plus tout la même chose, quoi. Et on l'oublie un peu trop souvent, je crois. Alors oui,
Ça, c'est quelque chose de... C'est quelque chose, en fait, qui, moi, me permet depuis très longtemps, hein, je parle de capitale impossible. Je parle de Jérusalem, capitale impossible d'Israël. Et dans mes ouvrages, y compris, il y a quelques années, on avait sorti un numéro spécial de la revue L'Histoire sur Jérusalem, et qui s'appelait Jérusalem, capitale impossible, à minima, capitale paradoxale, puisqu'une capitale, dont 40% des habitants ne sont pas ressortissants du pays, c'est déjà un paradoxe. Une capitale qui est située sur sa frontière, c'est rare, on va dire, Strasbourg, imaginez. On va dire que c'est mal pratique, d'un point de vue purement... Et puis une capitale dont le centre historique, la vieille ville, échappe totalement au contrôle de l'État qui revendique cette ville comme capitale éternelle, une et indivisible. Alors, ça peut vous frapper, parce que pour tous ceux qui ont été dans la vieille ville de Jérusalem, vous ne voyez que des policiers israéliens, des militaires israéliens, des drapeaux israéliens, des agents de sécurité israéliens, des caméras israéliennes. Des caméras, des systèmes de surveillance, etc. Et c'est un fait. C'est un fait. C'est une ville occupée, c'est une ville sous surveillance et sous contrôle armé, militaire, policier, israélien. Il n'y a pas... Voilà. Et puis vous voyez aussi, on vous montre, ça c'est la maison qu'Ariel Sharon a achetée dans rue Al-Wad, là, avec des drapeaux. Ouais. Bon. Il n'y a jamais habité, lui, et aucun de ses enfants n'y habite non plus. Il y a pas mal d'agents de sécurité sur le toit, si vous voulez. Mais voilà, on vous montre comme ça quelques maisons dans la vieille ville. Mais si vous regardez, si vous vous promenez dans la vieille ville de Jérusalem le soir tard, et que vous regardez les gens que vous croisez, et si vous comptez les gens qui dorment dans la vieille ville, c'est-à-dire les habitants en fait de cette vieille ville, pas les policiers qui ensuite à la fin de leur service vont à la gare routière et repartent chez eux, ou les touristes, ou les pèlerins, ou ci ou ça, mais les gens qui dorment dans la vieille ville. Aujourd'hui, et je prends les chiffres de la statistique israélienne, de la municipalité israélienne, la vieille ville de Jérusalem, c'est 35 000 habitants, moins de 4 000 ressortissants israéliens, qui sont, pour une bonne part, en plus, ce qu'on appelle des habitants absentéistes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un logement là, mais qui y vont 3 fois dans l'année. À peine 10% de la population, des habitants de la vieille ville de Jérusalem sont israéliens, sont ressortissants de l'État qui revendique cette ville comme capitale éternelle, une et indivisible. Et de ce point, alors là, pour le coup, ça ne bouge presque pas. Hein, ça ne bouge presque pas parce que la vieille ville, c'est des propriétés tout à fait particulières, c'est des fondations pieuses, c'est des waqfs, c'est la custodie de Terre Sainte, c'est les Grecs, c'est les Arméniens. Alors on sait bien hein, qu'il y a des fronts de colonisation en vieille ville, on sait bien que le parking des Arméniens, ce qu'on appelle le jardin aux vaches, vous avez peut-être entendu parler ces dernières années, juste au sud, quand vous rentrez par la porte de Jaffa, sur votre droite, sont menacés aujourd'hui. Mais ça reste quand même assez finalement limité par rapport au fait que les Palestiniens, les familles palestiniennes tiennent la vieille ville de Jérusalem. Quand vous promenez dans le marché aussi de Jérusalem-Est, de la vieille ville, hein, c'est hallucinant, la vigueur, le dynamisme de ce marché. Moi, ça me frappe à chaque fois. Port de Damas. Ouais, port de Damas. Ouais, quand tu descends. Et la rue Al-Wad, et le souk des viandes, le souk des épices, etc. C'est pas du tout un souk touristique. Hein. Non. Je veux dire, et il est bondé, je veux dire, le jeudi et le vendredi, il est littéralement bondé. Il est bondé par qui? Par des mères de famille palestiniennes qui arrivent en minibus par la gare routière de la porte de Damas, qui font des fois 2h30 de minibus pour aller acheter leurs légumes et leurs viandes et leur café dans la vieille ville de Jérusalem. C'est évidemment un geste, c'est du militantisme, c'est militant. Je veux dire, elles ont du café et de la viande, elles en ont en bas de chez elles, hein, d'accord ? Donc voilà, il y a sur la vieille ville, c'est vrai que ça reste très important. Et si on peut terminer par le cœur de la vieille ville, hein, par l'esplanade des mosquées évidemment, le Haram el-Sherif, dont vous savez hein, qu'il est de plus en plus un front ardent en fait hein, de la bataille pour Jérusalem.
l'esplanade des mosquées, Haram el-Sherif, Mont du Temple, dans la terminologie israélienne. Voilà, ça c'est l'histoire islamique hein, de la fondation du Dôme du Rocher, cette splendide histoire d'un rabbin yéménite qui indique au calife Omar où est le rocher d'Ibrahim. Il est là. Et alors le calife Omar lui demande. Alors c'est un rabbin yéménite, mais sans doute converti à l'islam. Il lui dit alors où va-t-on construire la maison de prière? Et Abou Isaac lui dit il n'y a qu'à la faire sur le rocher d'Ibrahim. Et ainsi, on est vraiment au tout début de l'islam. Vous vous rendez compte, on est en 638, la prise de Jérusalem. On n'a même pas encore une religion complètement soclée. Le Coran, la fixation du Coran, c'est le début du siècle suivant. Hein. Et il dit il faut faire la maison de prière sur le rocher d'Ibrahim. Comme ça, la prière vers Moïse rejoindra la prière vers Mahomet. Et là, le calife Omar lui dit non, nous sommes en train de fonder une nouvelle religion. Et même si, comme vous le savez, dans les premiers temps de l'islam, la conversion des juifs est un point très très important. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs de la péninsule arabique et du Yémen qui se convertissent à cette nouvelle prophétie. C'est ce qui va devenir une nouvelle religion. Il dit non, on va faire notre maison de prière au sud du rocher d'Abraham. Ça vous dit quelque chose? La mosquée Al-Aqsa aujourd'hui. Et donc on va prier vers la Mecque, hein, ce qui était la demande de Mahomet. On ne prie plus vers... Mais par contre, on va construire un splendide sanctuaire pour commémorer l'alliance et pour commémorer la figure d'Abraham. Hein, et c'est le dôme du rocher, plus ancien bâtiment islamique conservé au monde. Hein. Et donc voilà, pour terminer là-dessus, sur cette esplanade des mosquées, elle est aujourd'hui l'espace public aussi que les jeunes Palestiniens continuent de défendre. Hein. Pour ceux qui allaient à Jérusalem ces dernières années, ces dernières décennies, c'était un lieu, c'est toujours, certains jours, un lieu de calme, de repos, de sérénité. Il y a des femmes qui discutent de religion, il y a des enfants qui jouent au foot, il y a des gens qui font la sieste. Enfin, Jérusalem-Est, c'est une ville qui manque singulièrement d'espace public. Hein. Et donc, les jeunes Palestiniens de Jérusalem sont vraiment engagés dans cette bataille pour la défense de l'esplanade des mosquées. Ils insistent beaucoup sur le fait que la mosquée Al-Aqsa, c'est la totalité de l'esplanade. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner aujourd'hui. Ce qu'on appelle aujourd'hui à tort la mosquée Al-Aqsa, au sud de l'esplanade, c'est la mosquée Al-Qibli. Pour reprendre justement cette histoire, c'est la mosquée de la direction, c'est la mosquée qui indique la Qibla, qui indique la direction de la prière vers le sud. La mosquée Al-Aqsa, c'est toute l'esplanade. Et toutes les descriptions médiévales, on le raconte dans la bande dessinée, signalent bien que c'est une mosquée à ciel ouvert. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a des grandes prières aujourd'hui, hein, on prie partout, y compris dans la mosquée Al-Qibli, y compris à ciel ouvert, et y compris pour les femmes en particulier. C'est assez frappant de remarquer que le dôme du rocher est presque exclusivement réservé aux femmes, et en particulier le sous-sol, la fameuse grotte. Mais voilà, cette esplanade, donc c'est la visite d'Ariel Sharon en septembre 2000, qui a déclenché la seconde intifada, comme vous le savez. Il y a un chiffre là qui me frappe en même temps que vous, hein, que vous pouvez voir. En 5 ans, la seconde intifada a coûté la vie à 3000 Palestiniens et 1000 Israéliens. En 5 ans. À Gaza, à Jérusalem-Est et dans toute la Cisjordanie. En 5 ans. 5 ans, ça fait 60 mois. Aujourd'hui, en 6 mois, donc en 10 fois moins de temps, vous avez 10 fois plus de morts. Facteur 100. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et les chiffres que nous avons sont sans doute sous-évalués par rapport à la réalité. Il y a quelquefois, il y a des choses comme ça. Nous-mêmes, on est obligés de se... et donc voilà, je termine juste là-dessus, par cette image-là, à droite que vous voyez. On estime qu'il y a une quinzaine d'années, à peu près 2000 colons juifs israéliens visitaient l'esplanade des mosquées, non pas en touristes, ce qui est absolument leur droit. Hein, tout le monde a le droit de se rendre sur l'esplanade des mosquées aux heures de visite, hein, mais pour y prier. Et pour y prier très visiblement, se déchaussant, portant leurs chaussures à la main. A priori, quand on visite un site touristique, même quand il pleut,
n'enlève pas ses chaussures, s'habillant tout en blanc, marchant à reculons quand il s'éloigne du dôme du rocher, ce qui est écrit dans aucun texte religieux juif, mais ça permet, si vous voulez, de montrer, de manifester le fait, et de provoquer le fait qu'ils ne sont pas des touristes, mais bien des colons qui sont là pour prier. Donc 2000 il y a une quinzaine d'années, 2000 par an, 50 000 par an aujourd'hui, et juste avant l'opération déluge d'Al-Aqsa, c'était encore plus. On estime que la semaine précédente, on avait des journées à 3000, avec jusqu'à 3000 colons juifs israéliens qui visitaient l'esplanade des mosquées. Donc il y a une vraie bataille pour l'esplanade. Vous savez qu'une partie des ministres du gouvernement israélien actuel en ont fait leur cheval de bataille, prioritaire, notamment Itamar Ben-Gvir, qui avait promis d'y aller. Alors il avait promis d'y aller tous les mois. Il a un peu levé le pied là, et il y va de plus en plus tôt. La dernière fois, il y va vers 5h30, 6h du matin. C'est-à-dire courageux, mais pas téméraire quand même. Il y va pas l'après-midi. Il y va pas comme Sharon avait fait. Sharon était entouré de quelques centaines de policiers. De quelques centaines de policiers. Il faut le rappeler quand même. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. On les voit là, voilà. Donc voilà pour la situation actuelle en vieille ville et sur l'esplanade des mosquées. Je ne sais pas si on est. On est un petit, mais c'est très bien. Le troisième temps, mais ce sera au fond un temps de transition, parce que ça tourne vite avec des explications très très passionnantes. Le troisième temps, c'était quid pour demain, et dans la BD de Vincent, il y a une double page sur l'avenir de la ville, de la vieille ville, qui est tout à fait intéressante. Il montre tous les scénarios possibles. Tu les as peut-être. Et puis il y a un scénario qui est le scénario au fond de l'espoir, quoi. Et il demande au lecteur de choisir. C'est assez. Alors vous avez d'un côté, pour faire bref, le chaos, de l'autre côté le vivre ensemble, mais il demande de choisir. C'est naturellement l'Olivier qui pose cette question. Et voilà, donc tu peux faire un commentaire de ça. Oui, tout à fait. Et puis on passera au débat. Tout à fait. S'il te plaît. Effectivement, dans cette bande dessinée, on savait pas trop bien comment terminer. Et c'est là qu'effectivement l'Olivier était en fait plus qu'une pirouette, parce que c'était l'idée de dire comment l'historien, sur les plateaux de télévision, on nous demande tout le temps qu'est-ce qui va se passer demain. Et on dit très clairement. Et on dit, on n'est pas, c'est pas notre, voilà. Donc on est toujours gêné par rapport à ça, par rapport à cette question des scénarios. Et puis, sur Jérusalem, une ville, millénaire, etc. On sait qu'a priori, elle survivra d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur ou pour le pire, aux affrontements actuels. Alors, elle passera peut-être par un moment très délicat, vous voyez en bas à droite, là, elle sera peut-être détruite, en totalité ou en partie, elle l'a déjà été. Et on approche d'un moment, on va dire, où c'est un scénario possible. Il faut être lucide sur ce plan-là. Et ce serait le cas si ces charmantes personnes que vous voyez au-dessus l'emportent. C'est que ça devient véritablement une ville théocratique, c'est-à-dire une ville où les forces religieuses obscures prennent définitivement le pouvoir. Alors, il y a un autre scénario, je vais en arrière en fait. Il y a un autre scénario, c'est celui d'en bas à gauche. Vous voyez un drapeau de l'ONU sur le dôme du rocher, et puis le siège des Nations Unies. Ça. Mais en fait, ça a été un fantasme, c'est une bande dessinée, mais ça a été un fantasme, et ça reste toujours un petit peu un fantasme de la communauté internationale dès l'origine. Vous savez qu'en 1947, y compris toutes les versions, les différentes versions du plan de partage, y compris déjà en 1937, le plan Peel de 1937, Jérusalem était toujours une ville internationale. C'est-à-dire qu'elle ne devait revenir ni à l'État juif de Palestine, ni à l'État arabe de Palestine. Et je vous ai parlé de ce fameux vote de l'Assemblée générale du 9 décembre 1949, qui réitère le souhait de la communauté internationale que ce soit une ville internationale. Et j'ai lu il y a quelques jours, je me suis dit, mais on dit toujours que les premiers sionistes se désintéressaient de Jérusalem. C'est vrai, mais donc j'ai relu tout ce qu'écrivait Herzl sur Jérusalem. Il détestait Jérusalem, Herzl, ça c'est sûr, je le savais déjà. Mais qu'est-ce qu'il a écrit dans son fameux roman d'anticipation, Alteneland? Vous savez, Herzl, en 1896, un an avant le congrès de Bâle, publie un roman qui s'appelle Alteneland,
qui veut dire le nouveau pays ancien, ou l'ancien pays nouveau, l'ancien pays neuf, bon bref, qui est une espèce justement de réflexion sur le projet sioniste en Palestine, et voilà, comment on peut faire de cet héritage biblique un horizon futuriste. Et il y a un chapitre qui s'appelle Jérusalem. En fait, je ne l'avais jamais véritablement lu de près. Et David, donc ça se passe dans les années 1920. D'accord, c'est publié en 1896, mais ça se passe, c'est vraiment un roman d'anticipation. Et c'est quand le projet sioniste aura déjà été, ça se passe en 1923 pour être précis. Et David arrive dans la vieille ville de Jérusalem, et la vieille ville de Jérusalem est occupée par un grand bâtiment qu'on appelle le Palais de la Paix, qui est occupé par des délégations de tous les pays du monde. Et dit David, ces délégations ne travaillent pas pour le bien de la nation juive, mais pour le bien de tous les peuples. Bon, c'est l'ONU, hein. C'est vraiment... Et Herzl écrit, Jérusalem est en fait devenue une ville internationale, c'est écrit, voilà, qui travaille pour le bien universel, et non pas pour le bien de la nation juive. Donc, on a souvent dit le point auquel, à partir des années 30, les leaders du mouvement sioniste s'étaient opposés à ce statut de ville internationale, jusqu'à l'assassinat de Bernadotte, envoyé spécial de l'ONU, à Jérusalem, par le groupe Stern, par des terroristes juifs qui sont marginaux au sein de l'armée de défense d'Israël. Donc, mais en fait, Herzl pense à Jérusalem comme une ville internationale. Donc ça, c'est l'apport de la conférence d'aujourd'hui. Je l'avais jamais. Le scénario du dessus, il est un peu plus, mais il est en partie en cours, mais il sera accessoire dans d'autres scénarios. C'est une ville livrée entièrement aux mains des touristes et des pèlerins. C'est-à-dire, c'est une ville qui n'est là plus que pour, mais qui peut être le destin de Venise, de Paris, d'autres villes très patrimonialisées, où voilà, c'est une ville pour les pèlerins. Et puis, il y a un dernier scénario qui est celui-là. Alors, dans la version actuelle, ça c'est la toute première impression de la BD, et il y avait un grave contresens de couleurs dans le ciel, qui est un ciel complètement apocalyptique, alors que c'est un scénario plutôt optimiste. Donc il n'y a que 15 000 exemplaires de la BD qui sont imprimés comme ça. Aujourd'hui, c'est un beau ciel bleu. Et puis mon fils de 9 ans m'avait dit, mais donc finalement, Zeytoun, l'olivier, il meurt à la fin, me dit mon fils. Je dis, mais pas du tout, il meurt pas, il est... non. Et il me dit, mais si, regarde, il est malade. Il va mourir. Donc on a repris, on a fait un ciel bleu, et puis on a fait une bulle, en fait, pour bien montrer que c'est juste le texte. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on a ça doit être la dernière version, si vous avez, pour qu'on puisse montrer ça. Et bon, en tout cas, effectivement, dans cette toute dernière case, pour le coup, l'historien reprend la parole et en fait assume le fait que c'est lui qui prête sa voix. Oui, voilà. Oh là là, voilà. Un ciel bleu et une bulle, c'est une case beaucoup plus sereine que celle-ci, qui était un vrai contresens de couleurs, comme quoi les couleurs... Et là, voilà, l'historien reprend la parole, assume le fait que c'est lui qui finalement a utilisé un peu le personnage de l'Olivier pour s'exprimer, et voilà, essaye d'imaginer un futur possible, positif pour Jérusalem, à partir d'un paradigme très, très simple, finalement, d'un changement de paradigme. Le paradigme anglo-saxon, pour Jérusalem, depuis les négociations d'Oslo, depuis Tabat, depuis Camp David, etc., c'est la partition. De toute façon, les anglo-saxons, leur truc, c'est la partition. C'est de prendre, que ce soit en Yougoslavie ou partout, c'est de dessiner, et éventuellement les échanges de population. Parce que s'il y a partition, il y a échange de population. Dans Pile, il y avait un échange de population. Voilà, oui. Dans Pile, il y avait un échange de population. Inde, Pakistan, enfin, vous avez des souvenirs de tout ça. Et l'idée, à partir aussi peut-être de l'expérience de l'histoire municipale de Jérusalem, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Jérusalem a été la première ville de l'Empire ottoman qui s'est dotée d'une municipalité mixte dans les années 1860. Ça paraît très contre-intuitif, mais c'est comme ça. En 1863, il y a une municipalité où
où toutes les communautés sont représentées. Donc de passer d'une logique de partition, on prend la carte et on essaye de dessiner un trait, hop, à une logique de partage. Alors ça peut être un mot comme ça un peu boy scout, mais en fait ça peut être beaucoup plus juridiquement simple. C'est en fait de considérer que c'est une capitale pour deux États. Hein, c'est la position de l'Union européenne, c'est la position de la France, c'est la position... voilà, la seule position raisonnable aujourd'hui, c'est une capitale pour deux États. Les institutions nationales israéliennes sont assez loin à l'ouest. Bonne nouvelle, elles y sont déjà. À part le ministère de la Justice, qui de façon très provocatrice s'est installé à l'est il n'y a pas très longtemps. Tout ça se déménage en quelques heures. Hein. Les institutions nationales israéliennes sont loin à l'ouest, les institutions palestiniennes sont à quelques kilomètres à l'est de la vieille ville. Par exemple, dans d'un nouveau quartier de la ville qui pourrait s'appeler Aboudis. Aboudis, aujourd'hui, ça a été une hypothèse, on le sait, hein, il y a un bâtiment qui est l'ancien futur Parlement palestinien. Les Palestiniens ont fini par refuser l'option d'Aboudis, mais pour une raison très simple, c'est qu'Aboudis n'est pas à Jérusalem aujourd'hui. Pour revenir au début de la conférence. Aboudis n'est pas à Jérusalem parce que les Israéliens ont pris soin en 67 de limiter le périmètre municipal le plus possible. Ce qui fait que dès que vous êtes au Mont des Oliviers, vous n'êtes plus à Jérusalem. Ce qui est absurde, je veux dire. Alors que vous voyez, vous êtes à un jet de pierre de la vieille ville. Si le périmètre municipal, territorial, était redessiné plus largement, de façon plus équilibrée, Aboudis deviendrait un quartier de Jérusalem-Est. De même que Vaugirard, l'ancien village de Vaugirard, est devenu le 15e arrondissement. À ce moment-là, vous êtes à Jérusalem. À condition de casser le mur. Absolument, à condition de casser le mur, ça c'est absolument... Parce que le mur c'est une condition a sine qua non. concrétisé la séparation. Le mur, et en particulier... à Aboudis. Ouais. En particulier à Aboudis, tu as raison. Donc voilà, faire de cette ville une capitale pour deux États, qui accueille les institutions nationales des deux États, dans laquelle les habitants israéliens payent leurs impôts locaux à cette municipalité commune, payent leurs impôts nationaux à l'entité nationale dont ils ressortent, qui est celle de leur passeport. Voilà, on voit leurs enfants à l'école. Et donc une ville ouverte, évidemment, par définition. C'est pas... de mon point de vue, et ça je le dis depuis très longtemps, hein, je considère que la question de Jérusalem, on pourra terminer là-dessus, n'est pas le point le plus difficile du conflit. La question des réfugiés palestiniens, du droit au retour, est bien plus délicate, et la question des colonies, et des 750 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, est beaucoup, beaucoup plus difficile à résoudre. Jérusalem, en soi, en fait, il y a des solutions assez pragmatiques, hein, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez. On s'arrête là, justement, oui, pour garder du temps. On a gardé le timing. Merci beaucoup, Vincent. Bien, on passe maintenant donc à la partie débat. Je prends les questions ici en présentiel et bien entendu en ligne. Ikram, tu me diras s'il y en a, tu me les diras. Qui veut commencer Monsieur, je vous en prie. Bonjour, merci. Je veux juste rebondir sur la fin de votre exposé concernant Jérusalem. Vous dites que ce n'est pas forcément la partie la plus difficile pour un éventuel accord entre les Israéliens et les Palestiniens, que les réfugiés est un problème très sérieux, le retour des réfugiés, ainsi que les colonies. Alors, concernant les colonies, j'aimerais savoir sur ce point, quelle est la situation? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des colonies, 600, 700 000 colons israéliens en Cisjordanie, mais qu'en est-il de la situation en Jérusalem-Est? Je sais que les Israéliens ont aussi construit des colonies dans certains quartiers de Jérusalem-Est, ce qui rendrait bien sûr plus difficile une solution. Est-ce bien le cas? Oui, alors aujourd'hui, aujourd'hui on dit 750 000 à 800 000 colons, dont 550 000 à 600 000 en Cisjordanie et un peu plus de 200 000 à Jérusalem-Est. D'accord ? Très 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 peu dans la vieille ville, vous l'avez compris. Extrêmement peu. À maxima 3 000. Hein, parce que, voilà. Sherjara, Silouane,
voilà, tous ces quartiers au nord et au sud, en fait, hein, qui sont les points d'extension de la colonisation israélienne à Jérusalem. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que les plus grandes colonies et celles qui sont le plus peuplées à Jérusalem sont en fait en dehors du périmètre municipal. C'est la fameuse ceinture de colonies qui part donc au sud, Gilo, près de Bethléem, Aroma. Aroma, je l'ai vu, on l'a vu de nos yeux se construire. Hein. C'était une colline complètement arborée entre Jérusalem et Bethléem. Il y a, au milieu des années 90, il n'y avait pas un habitant à Aroma. C'était une colline. Ça avait été classé parc national, comme souvent, zone écologique, donc inconstructible, pour bloquer en fait les constructions palestiniennes. Aujourd'hui, il y a 16 000 habitants à Roma. Vous voyez par rapport aux chiffres que je viens de vous donner. Ensuite, on a Malé Adoumim, évidemment, plein est, hein, le bloc de Malé Adoumim, plein est, côté sud, quand vous êtes sur la route qui va vers Jéricho. Donc là, Malé Adoumim, c'est plus de 50 000 habitants. D'accord ? Puis ensuite, vous continuez, Pisgat Zev, vers Ramallah. Donc, c'est aussi ça assez symptomatique de cette stratégie israélienne qui a été tout à fait assumée dans les années 70 et 80, c'est de surinvestir cette fameuse ceinture de colonies pour bloquer l'expansion urbaine palestinienne de Jérusalem-Est. Vous me suivez ? Donc, ceinture de colonies à l'est des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, c'est bien une ceinture, mais d'une certaine manière, au détriment des équilibres démographiques à l'intérieur de la municipalité, puisque je vous dis, les Israéliens sont plutôt aujourd'hui en mauvaise posture par rapport à 1967. Vous voyez, Alors, ce serait évidemment problématique, sauf que dans le schéma que je viens de dessiner, dont j'entends bien qu'il est, à l'heure où on parle, enfin, dans la situation actuelle, avec ce qui se passe à Gaza, etc., pourrait presque paraître scandaleux, quoi, provocateur. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cet ordre du jour. En même temps, on a besoin de dessiner des perspectives pour après-demain. Hein. Pas pour demain, parce que demain sera sombre. On le sait, quoi. Pour le coup, on n'est pas... et dans la perspective que je dessine pour Jérusalem, capitale de 2 États, encore une fois, c'est une ville partagée dans laquelle il y a à peu près 50% d'Israéliens et 50% de Palestiniens. Aujourd'hui, on est à 40-60, si vous étendez un petit peu le périmètre. Voilà. C'est une ville aussi où il y a des arrondissements. Rendez-vous compte que Jérusalem, mais même Jérusalem-Ouest aujourd'hui, Israël est une ville est un pays sans circonscription. Vous l'avez noté peut-être. C'est très israélien. Il n'y a qu'une seule circonscription en Israël. C'est Israël. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frontière d'une certaine manière. Il n'y a pas. Ce qui veut dire que pour les élections, après je vais revenir sur Jérusalem parce que c'est un miroir en fait. Ce qui veut dire que pour les élections législatives en Israël, ou quel que soit le lieu où vous habitez, vous ne votez que dans une seule circonscription qui est Israël. Et c'est un scrutin proportionnel pur. Autant de voix, autant d'élus, au-delà de 3,25%. D'accord ? C'est la condition sine qua non, accessoirement, pour faire voter les colons. Ben oui, je vous rappelle que la Cisjordanie n'a pas été annexée. S'il y avait des circonscriptions en Israël, vous auriez la circonscription de Tel Aviv, de Haïfa, de Beersheba, etc. Et puis ceux qui vivent à Hébron, c'est pas annexé, donc ils ne vivent pas dans le pays, donc ils n'ont pas d'élus a priori. Premier élément. Mais à Jérusalem, c'est la même chose. Même Jérusalem-Ouest, où il y a des quartiers laïques, où il y a des quartiers ultra-orthodoxes, des quartiers orthodoxes, etc. Il n'y a pas d'arrondissement. Il n'y a pas de municipalité d'arrondissement. Il n'y a pas d'évolution de pouvoir. Ce qui pose, y compris sur le plan de la gestion urbaine, des problèmes insurmontables. Il y a des quartiers où il faut que les policiers mettent des barrières pour pas qu'il y ait de voitures qui passent à Shabbat, sinon elles vont se faire caillasser. Hein, et puis il y a des quartiers, au contraire, où il faut laisser les commerces ouverts. Donc évidemment, le schéma que je dessine, hein, c'est un schéma où il y a des municipalités d'arrondissement relativement puissantes et autonomes, hein, et qui ont aussi un périmètre d'intervention, un périmètre de compétences important. Et que notamment les arrondissements ultra-orthodoxes ne sont pas gérés exactement de la même manière
que les arrondissements palestiniens musulmans, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas les mêmes... Mais je veux dire, même à Paris, si vous n'aviez pas d'arrondissement, ce serait compliqué. Hein. Le maire du 16e arrondissement ne représente pas exactement les mêmes intérêts que le maire du 20e, si vous voulez. Et Anne Hidalgo serait bien en peine, je pense, de gérer on va dire, Paris s'il n'y avait pas des maires d'arrondissement, hein, des municipalités d'arrondissement. Donc, vous voyez, c'est ça je travaille en ce moment avec un collègue, un ancien diplomate européen, à un texte, enfin, à un livre, là-dessus, en fait, pour imaginer, en fait, de façon très, très concrète, des solutions pour Jérusalem, qui est mon seul véritable domaine de compétence. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire des réponses plus courtes, pardon. Non, mais c'est intéressant, t'inquiète. D'autres questions? S'il y a en ligne, tu me dis, Ikram. Je vous en prie. Oui, il me semble avoir retenu lors d'un voyage que j'ai fait en Israël et en Palestine qu'il y avait une réglementation visant à empêcher de faire des travaux de rénovation dans les maisons palestiniennes, notamment à Jérusalem. Est-ce que je me trompe? Non, c'est... Alors, empêcher de faire des travaux à l'intérieur des maisons, pas vraiment. C'est-à-dire, si vous habitez à Jérusalem-Est et que vous avez envie de monter une cloison, parce que vous avez une grande chambre d'enfant et vous voulez faire 2 chambres, voilà, ce ne sera pas plus compliqué que... Bon. Par contre, des travaux d'extension minimale, hein, j'ai parlé tout à l'heure de recouvrir son balcon ou son balcon terrasse, par exemple. Ça, vous le voyez tout le temps, même dans les villes méditerranéennes. Vous avez un balcon terrasse, et la densité, je vous ai parlé de cette population qui est multipliée par 5, hein, il y a vraiment il y a 4 enfants dans la même pièce, il y a les parents dans une autre pièce, il y a les grands-parents... bon. Et donc, vous couvrez ce balcon terrasse. Là, pour le coup, oui, vous allez pouvoir subir une amende ou une demande pour démonter la structure que vous avez mis en place. Et surtout, mais c'est le plus important, les permis de construire. Hein, et c'est là le point très très important. Aujourd'hui, et là, Itamar Ben-Gvir a vraiment lancé une stratégie. Il est déterminé sur la question de faire appliquer les ordres de destruction des maisons. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de logements à Jérusalem-Est qui sont menacés de destruction. C'est-à-dire il y a un ordre de destruction qui n'est pas appliqué. Hein, parce que s'ils étaient tous appliqués, d'un coup, ce serait une émeute immédiate. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces ordres de destruction? Parce que c'est ce qu'on considère en droit israélien comme des constructions illégales. Et en droit, elles le sont. Pourquoi elles le sont? Parce que les demandes de permis de construire à Jérusalem-Est sont très rarement acceptées. C'est coûteux. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de familles palestiniennes qui soit ont fait une demande de permis de construire qui leur a été refusée et essayent discrètement quand même d'aménager leur garage, de surélever un petit peu le bâtiment, de changer le niveau du plancher pour faire 2 étages alors qu'ils n'en avaient qu'un, etc. Soit se passent purement et simplement du permis de construire parce qu'ils savent qu'ils ont 5 à 10% de chances de l'obtenir et que c'est des délais énormes et des coûts énormes. Donc, c'est plutôt ça le point le plus grave. Et Ben-Gvir, aujourd'hui, semble véritablement déterminé, on le voit, et ça passe un peu sous les radars, parce que c'est ce qu'on disait avec Jean-Paul tout à l'heure, c'est que ce qui se passe à Gaza est tellement hors de proportion. Ce qui se passe en Cisjordanie est hors de proportion. Pratiquement 500 morts depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Ce qui fait qu'on arrive même... Donc il y a des niveaux Oui, on a du mal en fait à tout suivre. Mais c'est vrai qu'à Jérusalem-Est, les expulsions et les destructions de logements palestiniens se sont considérablement accélérées depuis le 7 octobre. Une autre question? Je m'obstine peut-être, mais vivant à Paris depuis toujours, je sais que c'est très difficile de maintenir en bon état des immeubles datant parfois de plusieurs siècles, mais même des immeubles construits au début du XXe siècle. Et je pensais plutôt au fait que ça empêchait l'entretien des bâtiments. Alors là, oui. Alors dans la vieille ville en particulier, vous avez raison parce que vous imaginez,
le bâti est très ancien dans la vieille ville, plus ancien. Par définition, à l'extérieur de la vieille ville, il date au maximum d'un siècle. Hein, parce que, on va dire de 120 ans, c'est pas très ancien par rapport à tout ce qu'on a là autour de nous. Et effectivement, dans la vieille ville, oui, il y a des entraves assez sérieuses, et surtout c'est extrêmement surveillé. Hein. Jean-Paul l'a dit, hein, il y a des milliers et des milliers de caméras, c'est monitoré en permanence, et y compris pour refaire des évacuations d'eau, enfin des choses très simples, hein, et qui effectivement portent atteinte parfois à la structure même des bâtiments. C'est difficile. C'est un sujet que moi j'ai pu approcher à un moment de façon assez précise, parce que notamment les institutions religieuses aussi ont pas mal de bâtiments, hein, et d'immeubles et d'appartements dans la vieille ville, et notamment la custodie des franciscains, et qui loge beaucoup de familles palestiniennes. Et là, bon, il y a donc un architecte responsable de tout ça, responsable de l'entretien des bâtiments, et ça permet effectivement d'avoir une vision assez claire de ce que vous dites. Il y a une vétusté, pour dire les choses, il y a une vétusté avec des problèmes d'étanchéité, etc., très forte dans la vieille ville également. Question suivante. Merci. Je promets juste une question. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je me demandais si vous pouvez faire l'état des lieux concernant le rôle des évangélistes américains dans les destructions. Il me semble avoir lu qu'ils ont causé la destruction de beaucoup de terrains palestiniens pour creuser et pour pouvoir venir jusqu'au fond du sol pour prouver que les Hébreux étaient les premiers en Palestine, sinon à Jérusalem. Merci. Non, c'est une question. Merci de cette question parce qu'elle est très importante. Bien sûr. Et peut-être avez-vous lu, ou pas encore, le dernier ouvrage de Jean-Pierre Filiu qui s'appelle « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné » au Seuil, et qui est vraiment un excellent ouvrage que je vous conseille, que j'ai dévoré pour en faire une recension, mais j'ai vraiment... Et le premier chapitre est consacré aux racines chrétiennes. Le titre du chapitre, c'est « Les racines chrétiennes du sionisme ». Bon, c'est un peu un raccourci, mais on va dire que Jean-Pierre, et je le rejoins sur ce plan-là, insiste beaucoup sur le fait, enfin voilà, essaye d'expliquer ce paradoxe apparent. Hein. Aujourd'hui, on sait que la communauté juive américaine, qui est la plus importante du monde après Israël et avant la France, hein, vote à 80-85% démocrate, et donc n'est pas du tout trumpiste, et de moins en moins pro-israélienne. Vous avez vu les manifestations de solidarité avec Gaza organisées par la communauté juive de New York. C'était extrêmement frappant. Enfin, c'était pas quelques dizaines ni centaines de personnes, hein, c'était des milliers de personnes. De ce point de vue-là, notre point de vue français est assez biaisé, quoi. Hein. Et qu'à l'inverse, ce sont les évangélistes américains, hein, qui sont non seulement massivement républicains, mais pro-israéliens, ultra-sionistes, comme ils se définissent eux-mêmes. Et sont les principaux piliers, soutiens de Netanyahou. Et Netanyahou a investi les évangélistes depuis très longtemps, hein, depuis les années 80, quand il était ambassadeur là-bas. Il ne travaillait que les évangélistes. Il méprisait totalement la communauté juive américaine. Totalement. Parce qu'il était assez lucide pour comprendre qu'elle elle était trop de gauche, elle était trop éduquée, et pour le suivre, en fait, hein, dans son projet. Alors que les évangélistes pouvaient parfaitement le suivre. Pourquoi ? Parce que les évangélistes, alors c'est compliqué de rentrer dans la tête d'un évangéliste messianique, mais je vous propose ce petit voyage pour quelques secondes. Je vous promets, après on va revenir. C'est pas un voyage sans retour, mais je veux dire, c'est quand même voilà, les gens ils sont créationnistes, hein, donc enfin, il faut toujours penser que c'est évidemment du délire, mais ils en sont sincèrement convaincus, d'accord ? Donc si on veut affronter un adversaire, il faut quand même savoir ce qu'il pense vraiment. Lui ne pense pas qu'il ment. Donc, pour ces évangélistes, qui voient les États-Unis par ailleurs comme une nouvelle Sion, hein, je vous rappelle toujours, hein, et qui ont créé des nouvelles Jérusalem partout aux États-Unis, et pour qui les Américains sont le deuxième peuple élu, je vous rappelle tout ça en fait, hein, et qui pour certains disent très explicitement qu'il faudrait que les Israéliens éliminent les Palestiniens comme nous avons éliminé les Indiens, hein, les populations indigènes. Enfin, il y a des parallèles qui sont extrêmement frappants.
ces évangélistes, en fait, considèrent que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts quand tous les Juifs seront rassemblés en terre d'Israël. D'accord? Et c'est pas... Et alors, la suite du programme est pas du tout joyeuse hein, pour les Juifs rassemblés en terre d'Israël. 2 tiers mourront et le dernier tiers se convertira au christianisme. Donc, ce sont d'authentiques antisémites. Hein. Je veux dire, il faut les lire, ils sont antisémites, ce sont des antisémites congénitaux, d'accord? Et ils ont écrit des textes, pour certains, qui sont des brûlots antisémites hallucinants. Mais l'extrême droite israélienne suprémaciste en ce moment assume, ils ne sont pas plus bêtes que nous, hein, assume en fait de s'appuyer sur ces évangélistes américains, parce que voilà, c'est les Russes de l'histoire, en disant mais ils vont nous aider, en fait, et puis ensuite leur programme à eux ne se réalisera pas, mais le nôtre, par contre, oui. Voilà. Donc il y a cette alliance absolument contre nature, et alors je me suis... Et donc pour atterrir sur votre question, mais la réponse est évidente, hein. Ce sont des moyens, ce sont des financements, ce sont des moyens juridiques, c'est tout un investissement extrêmement puissant et qui n'est pas que maintenant il faut regarder comme véritablement comme la colonne vertébrale hein, du projet suprémaciste de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, et non plus, on avait tendance encore ces dernières années un peu à les regarder un peu en souriant. Enfin, c'est vrai qu'ils sont assez farfelus d'une certaine manière sur le plan de leur idéologie, mais ils sont extrêmement pragmatiques et extrêmement efficaces sur le plan de l'action foncière, comme vous l'avez dit, et de l'action immobilière, etc. Et archéologique, évidemment. Bonjour, merci beaucoup. Alors j'aurais 2 questions. Ma première concerne le statu quo instauré par Moshe Dayan. Est-ce qu'aujourd'hui il est susceptible d'évoluer ou pas du tout? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression d'être à l'heure où tout est possible, même le pire. Et quelles conséquences ça aurait selon vous? Et ma deuxième question concerne le quartier maghrébin, qui m'a beaucoup interloqué. Enfin voilà, j'en reviens toujours pas de votre ouvrage, où j'ai découvert plein de belles choses, où j'ai découvert surtout à un moment donné que la France ou même l'Algérie aurait pu avoir la main sur ce quartier. Aujourd'hui, il en reste, donc il reste quelques familles. Pour elles, ma question c'est, est-ce qu'elles possèdent à la fois la citoyenneté israélienne et à la fois le passeport algérien, marocain ou tunisien? Et dans ce cas-là, les pays, donc Algérie, Maroc, Tunisie, quel pouvoir ils ont sur ces personnes-là? Est-ce qu'à votre avis, on peut... Bon, je vais assez loin. Est-ce qu'on peut se rapprocher aussi du discours de Yasser Arafat où on disait « Faites 7 enfants, 1 pour vous et 6 pour la cause palestinienne ». Est-ce que ça peut encore arriver où on se dit « Bah, écoutez, on est maintenant à 40%. Comme vous avez dit, il y a une grosse évolution. Est-ce qu'on part sur l'optique où maintenant il faut encore repeupler Jérusalem pour passer l'étape des 50% ? Et ensuite, où est-ce qu'on va après ? En fait, finalement, il y a plus de 2 questions. Je suis désolée. Alors, je vais essayer de... Alors, d'abord, l'objectif des 50% n'est pas atteignable à court moyen terme. Pourquoi ? Parce que cette tendance des 25% aux 40%, elle s'arrête parce qu'on a une orthodoxisation de la population de Jérusalem-Ouest aujourd'hui, qui est une tendance massive et très rapide, qui fait qu'on a une démographie, une fécondité galopante à l'Ouest qu'on n'avait pas encore il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors les anciens habitants du quartier maghrébin de Jérusalem, donc ceux qui vivaient dans ce quartier maghrébin jusqu'au samedi 10 juin 1967 au soir, pour la plupart, ne vivent plus dans la vieille ville de Jérusalem. Une partie vivent à Siloane, ou à Beit Hanina, ou à Jéricho, certains en Jordanie, ou dans d'autres camps de réfugiés, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, c'était une partie de mon travail, c'est que les autorités municipales israéliennes, et en particulier Meron Benvenisti, qui a été vraiment pivot sur cette action-là, pour en fait
acheté le silence de ces anciens habitants, il n'y a pas d'autre mot. Ces anciens habitants, ils vivaient dans des bâtiments gérés par une fondation pieuse, par un waqf islamique. Donc vous comprenez bien que par définition, ils n'étaient pas propriétaires de leur logement. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas propriétaires de leur logement, il n'y a pas lieu de les indemniser pour le bâti. C'était pas, bien entendu, le waqf jordanien a toujours refusé d'être indemnisé par les Israéliens, puisque ce serait accepté. Mais Meron Benvenisti et la municipalité ont organisé assez vite, c'est ce que je raconte à la fin de mon ouvrage, une compensation, non pas une indemnisation, mais une compensation pour préjudice d'expulsion. Quelques centaines ou quelques milliers de livres israéliennes de l'époque, donc c'est vraiment des très petites sommes, mais c'était des populations pauvres. Préjudice d'expulsion parce qu'encore une fois, ces familles ont été expulsées en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, elles ont pris leurs vêtements chauds, leurs papiers, et c'est tout. Tous les meubles, en particulier tous les meubles sont restés sur place, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on creuse un trou à cet endroit-là, 20 cm sous le sol, on retrouve le quartier maghrébin, tel que des jouets d'enfants, des services à café, enfin des choses que j'ai vues de mes yeux vus qui sont hallucinantes. Et donc, une procédure a été mise en place, très très rapide. Il fallait répondre en quelques jours. Et puis ensuite, il fallait, pour toucher cette compensation, il fallait signer, avec 2 conditions. Il fallait signer une lettre de renonciation à toute poursuite. D'accord ? C'est vraiment là, sans cette pièce-là, la compensation n'était pas débloquée. Et deuxièmement, il fallait ne pas habiter dans la vieille ville de Jérusalem. Donc il y a une stratégie tout à fait délibérée de disperser l'ancienne communauté. C'est tout à fait, voilà, pour pas qu'elle puisse s'organiser, etc. Et c'était très très précis, parce que j'ai trouvé sur quelques dossiers de compensation, ça va jusqu'au bout. C'est une veuve qui décrit ce qu'elle a perdu, une chaise en bois, 2 tapis de corde, un tapis de laine, 3 kilos de sucre, enfin, comme vous feriez pour votre assureur. Et puis, la procédure va à son terme. Elle signe la lettre où elle accepte de ne plus jamais poursuivre. Voilà. Et il est écrit en rouge, elle prétend vivre à Beit Hanina, mais j'ai des témoignages comme quoi elle vit dans un bâtiment de la custodie franciscaine, rue dans la vieille ville, compensation annulée. Donc voilà, pour vous répondre très précisément, cette communauté maghrébine de Jérusalem, elle a été dispersée volontairement. C'est plutôt la génération, comme souvent, c'est plutôt la génération suivante aujourd'hui qui se remobilise, avec lesquelles évidemment je suis en contact. Il y a plein d'initiatives, il y a une association, il y a des choses qui se font. Il se trouve que mon livre est traduit aujourd'hui en cours de traduction en arabe. Il va sortir dans quelques mois à Beyrouth et en Palestine. Il est sorti aussi au Maroc, il est sorti en Algérie. Il va être publié d'ailleurs en hébreu également l'année prochaine. Donc cette histoire, elle est dynamique. Et puis on a créé, pour ceux que ça intéresse, on a créé une petite application 3D qui vous permet de visiter en fait le quartier maghrébin avec votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Vous tapez Jérusalem Maghrebi Quarter sur votre Jérusalem Maghrebi Quarter et vous pouvez télécharger cette application gratuitement et en fait voir le quartier maghrébin en 3D, à la fois de l'extérieur mais aussi à l'intérieur, un peu comme vous pouvez vous promener dans les rues, et aujourd'hui l'application existe en français, en anglais, en italien, en arabe, en hébreu, et puis on a d'autres langues encore qui sont en cours de développement. Mais voilà, et on est aussi en train de travailler avec des associations marocaines à la diffusion de cette histoire au Maroc à la fois, et peut-être dans le futur centre culturel marocain de Jérusalem-Est. Vous imaginez bien que la situation actuelle rend tout ça tout ça est un petit peu figé, mais voilà, c'est pas figé ça. Donc c'est une histoire qui est dynamique parce qu'effectivement elle est très peu connue. Elle est très très peu connue. Beaucoup de visiteurs de Jérusalem ignorent, quand ils sont devant le mur occidental, il y avait là un quartier vivant, une boulangerie, un coiffeur, une boucherie, etc., des écoles à cet endroit-là. Il y a encore 50 ans. Donc là, pour le coup, 50 ans, c'est nous. Voilà, donc ça, c'est
Et je me souviens pas s'il y avait une autre partie dans votre question, mais... Le statu quo. Oui, mais mais ce fameux statu quo, oui, Et bien on sûr. termine là-dessus. J'ai répondu un petit peu parce Ouais. que bien sûr, il est remis en cause. Ce que j'ai appelé pour le coup dans un article dans Le Monde il y a 2 ans, le statu quo de Moshe Dayan, c'est cette fameuse décision extrêmement brutale, hein, prise par les autorités israéliennes en juin 67, précisément d'expulser les habitants du quartier maghrébin, de détruire le quartier maghrébin, de créer le parvis du mur occidental pour créer un lieu saint juif extrêmement ample. Hein, vous pouvez mettre plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le parvis aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai appelé la solution à 2 esplanades. C'est-à-dire, l'esplanade des mosquées reste un lieu exclusivement musulman, géré par le Waqf jordanien, et on crée, au détriment des Maghrébins de Jérusalem, un lieu saint juif. Et on demande d'ailleurs aux 2 grands rabbins d'Israël hein, de signer ce fameux panneau, qui est toujours à l'entrée d'ailleurs, qui dit qu'un juif observant ne doit pas monter sur l'esplanade parce qu'il ne sait pas où il met les pieds, au sens strict. Et c'est vrai, en bonne orthodoxie, hein, on sait que le temple, notamment le second temple, hein, c'était un enchâssement de seuil de sacralité, et selon votre degré de pureté, vous ne pouviez pas entrer dans tel ou tel cours, et donc aujourd'hui, je l'ai dit, hein, aujourd'hui cet interdit est de plus en plus transgressé, et des dizaines de milliers de colons israéliens non seulement visitent, mais voilà, processionnent en fait, hein, processionnent sur l'esplanade des mosquées tous les ans. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on sent bien, que Jérusalem est en train de redevenir le foyer ardent en fait de ce conflit, même quand, d'une certaine manière, même quand c'est pas à Jérusalem que ça se déroule, hein. Et évidemment, les stratèges du Hamas ne s'y sont pas trompés en appelant leur attaque terroriste du 7 octobre déluge d'Al-Aqsa. Hein. C'est qu'ils voulaient pointer là où ça faisait mal et là où il y avait véritablement une menace en cours. Bien, mais écoutez, une dernière question, mais vraiment une dernière question. Je ferai vraiment une réponse courte. Mais une réponse courte, car... Mais là, si on me lance sur le quartier maghrébin, moi je suis... Oui. Bon. C'était piégeux. Une dernière question, Bonjour. s'il vous plaît. Merci pour cette conférence. Je suis étudiante en relations internationales et sciences politiques et je voulais vous poser une question sur le positionnement en fait, de la jeunesse israélienne et l'impact de la propagande de l'État, notamment le rôle du service militaire israélien donc, sur l'opinion de la jeunesse et donc comment elle se positionne par rapport à une solution à 2 États. Oui. Bon, alors, au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué à dire. Hein. On a une société civile israélienne qui est totalement traumatisée, dont le gouvernement fait en sorte qu'elle reste en fait sous traumatisme, hein. Vraiment un syndrome post-traumatique. Hein, et je le dis avec gravité, c'est-à-dire un syndrome post-traumatique, c'est quelque chose à la fois qui enferme, mais qui d'une certaine manière crée une espèce de barrière psychique et vous protège. Hein. Il est dur en fait, il est difficile de sortir du trauma. Et plus on s'éloigne du trauma, plus ça devient difficile. Et le gouvernement israélien actuel a tout fait pour que cette société civile reste dans le trauma. Et si vous regardez la télévision israélienne, vous allez voir hein, que... Et certains le disent, hein, nous sommes toujours le 7 octobre. Nous sommes toujours le 7 octobre. Et il y a des journaux où on lit qu'on est, je me souviens plus quel jour on est aujourd'hui, on est le 524 octobre. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on reste bloqué sur ce... Voilà. Et je l'ai dit déjà, je l'ai rappelé, hein, les 35 000 morts palestiniens de Gaza sur 2,5 millions d'habitants, ça correspondrait à l'échelle de la France à 1 million de morts. 1 million de morts, dont 600 000 femmes et enfants. Voilà. Les 1200 morts israéliens du 7 octobre correspondaient, si on compare la population israélienne à la population française, à 10 000 morts. 10 000 morts par un attentat terroriste en une seule journée, c'est presque inconcevable pour nous. Hein. On se souvient du Bataclan, 130 morts. On se souvient ce que ça, sur une population de 60 millions d'habitants. On se souvient de ce que ça a provoqué. Donc voilà, cette jeunesse, elle est traumatisée. Une partie, effectivement, sont sous les drapeaux. Alors, l'armée israélienne est de plus en plus infiltrée, on va dire, par l'extrême droite suprémaciste. Hein. On a y compris des bataillons que même les États-Unis sont en train de mettre sous sanction, parce que ce sont des bataillons qui sont
de notoriété publique des bataillons suprémacistes, hein, c'est-à-dire qu'ils échappent, même y compris en partie au contrôle de certains responsables de l'armée israélienne. Mais il y a une deuxième réalité, c'est que, et ça, pour ça, il faut parler avec les responsables des services consulaires des États occidentaux représentés en Israël pour le savoir, c'est la ruée sur les passeports étrangers. La ruée sur les passeports étrangers, mais qui atteint des chiffres absolument phénoménaux. On estime aujourd'hui que plus d'un Israélien sur 2 a un passeport non israélien, en plus de son passeport israélien. Et ça, c'est toute génération confondue. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Vous comprenez bien que forcément, pour les gens de 75 ou 85 ans, pas forcément, a priori, ils vont rester. Y compris, on a tous... voilà, leur vie est faite, etc. Et dans la jeunesse, c'est sans doute les 3/4 ou 80% des jeunes Israéliens aujourd'hui qui ont un deuxième passeport. D'accord ? Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont... ça ne veut surtout pas dire qu'ils vont le dire, mais il y a aujourd'hui des sentiments extrêmement troubles dans les jeunesses israéliennes, et qui parfois cohabitent au sein d'un même couple, au sein d'une même famille, mais parfois au sein même d'un même individu. C'est-à-dire, vous pouvez parler avec quelqu'un qui en 3 minutes vous tient des discours d'une violence sur comment il faut se venger, et qu'on a raison de faire ce qu'on fait à Gaza, etc. Et 5 minutes après, en fait, l'expérience israélienne est en train d'échouer, et je me prépare, j'ai mon passeport, etc. et je vais m'en aller. Ces deux perceptions cohabitent dans les mêmes psychismes qui sont encore une fois en situation post-traumatique. Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là. Merci, Il faut bien s'arrêter. Merci beaucoup, Vincent. C'était